vous nous prenez en marche, vous êtes bien sur la chaîne mère. Il est 13h à Bamako et partout au Mali. Nous sommes samedi 3 janvier, mesdames et messieurs, on vous espère en santé. Bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Voici les grandes lignes de ce 13h. Ce n'est pas un acte de communication, mais celui du devoir d'attachement et de fidélité vis-à-vis de la patrie. Ces mots sont du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui, au nom de son organisation, a remis 200 millions de francs CFA au gouvernement en réponse à l'appel patriotique face aux multiples crises que traverse le pays. Bonne nouvelle pour les Sikasois qui peuvent désormais enregistrer leurs documents importants sans difficulté. Les autorités municipales ont mobilisé plus de 30 millions de francs CFA pour la réalisation des nouveaux centres d'état civil qui permettra de rapprocher l'administration des citoyens. Du 21 au 31 janvier, la région de Bougouni vibrera au rythme du Didadi à travers la 13e édition du festival international dédié à cette musique traditionnelle. La culture, facteur de paix et d'unité, sera au cœur du rendez-vous. Au Sénégal, 1300 kilos de matières premières périmées seraient constatées dans des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques, une découverte qui suscite de polémiques dans le pays. En sport, CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali et les Aigles du Carthage de la Tunisie s'affrontent ce samedi en 8e de finale. Le principal enjeu du match est d'obtenir un ticket pour les quarts de finale, coup d'envoi 19h temps universel. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Au micro, je suis Fatou Diaby. Pour aider les autorités de la transition à faire face aux multiples crises que traverse le pays, aucune contribution n'est de trop. C'est dans ce cadre que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur offre 200 millions de francs CFA au gouvernement. Le don vise à alimenter le fonds de résilience de la diaspora face à la crise. C'est ce que nous dit Boubacar Bablin Touré. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux que notre pays vit en ce moment appellent à un sursaut patriotique. Cet appel du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à l'endroit de ses compatriotes établis à l'étranger fait suite à celui du gouvernement qui a sollicité un effort collectif des filles et fils du pays pour faire face à la crise que traverse notre pays. Les Maliens de la diaspora ont, dans un élan de patriotisme, répondu à l'appel. 200 millions de francs CFA mobilisés par l'organisation et ses démembrements. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. En vous remettant ce chèque, nous ne venons pas faire un acte de communication. Nous venons poser un acte de devoir, un acte d'attachement, un acte de fidélité à notre patrie. Nous souhaitons que ce geste inspire d'autres élans entre l'État, les collectivités, les acteurs économiques, la société civile et les Maliens établis à l'extérieur, afin de bâtir une réponse nationale plus forte, plus coordonnée et plus efficace aux défis de notre temps. La somme ainsi remise au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine s'inscrit dans le cadre du Fonds de résilience de la diaspora face à la crise que traverse le pays. Moussa Akatayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Son objectif est clair, soutenir des solutions énergétiques durables, adaptées et inclusives, notamment au bénéfice des ménages, des services sociaux de base et des collectivités les plus vulnérables. Il s'agit là des mécanismes concrets par lesquels la diaspora accompagne activement la transition énergétique de notre pays à travers les transferts de compétences, le soutien à des projets innovants et la mobilisation de financements alternatifs. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Grâce à cet engagement, les Maliens établis à l'extérieur viennent de démontrer une fois de plus qu'ils ont confiance à leur pays. Ils ont confiance à la vision des autorités et qu'ils sont engagés à soutenir et qu'ils sont solidaires, en tout cas des populations qui sont restées ici et que toutes les crises, toutes les difficultés que nous connaissons, ils les ressentent au même titre que nous et ils sont engagés à nous aider à les circonscrire. Et le patron de l'hôtel des finances de rassurer ses compatriotes que ces fonds seront utilisés conformément aux objectifs fixés par l'État.
Autre objectif fixé cette fois-ci par l'agence de promotion touristique du Mali, c'est inciter les Maliens à découvrir le Mali en profondeur, mais aussi attirer les étrangers à faire de notre pays leur site touristique favori. Le sujet était au centre de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence. Le compte rendu avec Ibrahim Kaoukonati. Placé sous les signes de la consolidation des acquis, l'année 2025 a été marquée par une embellie au sein de l'Agence de promotion touristique du Mali, APTM, notamment en matière de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses. Grâce à ces résultats encourageants, Mali Tourisme a pu mener plusieurs activités visant à valoriser la destination Mali, à promouvoir l'offre touristique nationale et à contribuer à l'identification des nouveaux produits touristiques. Sidi Keita, directeur général de l'APTM. Une promotion de l'image positive de la destination Mali, tant au niveau national qu'à l'international. Donc aujourd'hui, cette dynamique va se renforcer dans le cadre de l'exercice 2026, où nous entendons amplifier nos actions de communication à l'intention du public national, pour que nous puissions davantage amener les Maliens à la découverte du Mali et attirer davantage les étrangers vers la destination Mali. Mamadou Koumbuna Diara, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le rapport d'activité et l'exécution du budget 2025 de l'Agence de promotion touristique du Mali au 31 octobre 2025 révèle des résultats très encourageants. En effet, les recettes ont connu une réalisation de 851 545 047 francs CFA à la date du 31 octobre 2025, contre 596 115 384 francs CFA pour la même période en 2024, soit une hausse de 42,84%. Le secrétaire général du département en charge du tourisme a, au nom du ministre Mamoun Dafé, rendu un hommage appuyé à la défunte Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l'Association des agences de voyage et de tourisme, décédée le 15 décembre dernier. De Bamako, rendons-nous dans la cité du Kénédougou. Les événements tels que mariage, naissance, décès et bien d'autres peuvent être désormais enregistrés dans le village de Flanzambougou, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Sikasso. Pour ce faire, plus de 30 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation d'un nouveau centre d'état civil. L'infrastructure vise à désengorger le centre principal et rapprocher l'administration des citoyens à travers un acte simplifié aux documents officiels. Moussokoro Sérémé nous en parle. L'installation de Omar Goïta comme nouvel officier d'état civil, officiellement acté par le préfet du cercle de Sikasso, consacre l'opérationnalisation du centre d'état civil secondaire du village de Flanzambougou dans la commune urbaine de Sikasso. Un service public de proximité qui vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les 10 000 habitants des 10 localités bénéficiaires qui n'auront plus désormais à parcourir de longues distances pour faire valoir leurs droits civiques. Salim Traoré, porte-parole des chefs de village. Ce centre est un véritable soulagement pour l'accès facile à nos documents officiels. Nous allons en prendre soin afin qu'ils puissent servir longtemps nos populations. Omar Goïta, officier d'état civil. Que ce centre soit une opportunité pour la population, qu'elle puisse être des citoyens modèles comparativement aux autres, et que la proximité puisse les profiter aussi. En ce sens qu'ils puissent d'abord connaître tous leurs devoirs et aussi leurs droits. Le centre compte un secrétariat, un bureau pour l'officier d'état civil, une salle de célébration et 2 annexes. Un investissement de plus de 35 millions de francs CFA, entièrement financé par la mairie de la commune urbaine de Sikasso pour rapprocher l'administration des citoyens. Et sa réalisation s'inscrit pleinement dans la politique nationale de modernisation de l'état civil. Amadou Gassambé, préfet du cercle de Sikasso. Toutes les actions de développement aujourd'hui sont axées principalement sur l'état civil. Donc si on arrive à maîtriser ça, vraiment on aura fait un grand pas. Le premier aspect c'est de construire. Mais le second aspect, c'est vraiment de fréquenter. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Ça couvre 10 villages. Comme c'est leur propriété maintenant,
Ils vont en prendre soin. La cérémonie d'inauguration s'est achevée par la visite des locaux et la délivrance du tout premier acte de naissance établi sur place. Un pas de plus vers la décentralisation de l'état civil au service d'une population mieux prise en compte dans ses besoins administratifs les plus essentiels. Sikasso, Msokoro Sireme et Taïro Konate pour l'ORTM. À 13h passé de 10 minutes, voyons ce qui fait la une hors de nos frontières. Polémique au Sénégal après la découverte de 1300 kilos de matières premières périmées dans une usine étrangère spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques. L'agence de réglementation pharmaceutique qui avait d'abord exigé le 8 décembre le retrait du marché des produits de l'usine est revenue sur sa décision une semaine plus tard en assurant que ces matières périmées n'auraient pas été utilisées dans la fabrication des couches. Dès lors, des soupçons de tentatives de corruption pèsent sur l'entreprise et une mission d'information annoncée par le ministère de la Santé tarde à rendre ses conclusions. En attendant ces conclusions, rendons-nous au Gabon pour parler du remaniement gouvernemental avec plusieurs nouveaux entrants. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a signé le 1er janvier 2026 3 décrets, parmi lesquels figure l'officialisation de la composition d'un gouvernement de 31 ministres, dont 10 femmes. À la tête de nouvel exécutif, Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, qui occupe le poste de vice-président de la République. Après 2 années de transition, ce gouvernement marque une nouvelle ère pour le Gabon, selon le chef de l'État. Si une nouvelle ère s'ouvre au Gabon, cela ne semble pas être le cas pour l'opposant centrafricain Anissé Georges Dologuélé. Une semaine après les élections générales du 28 décembre 2025, il dénonce des fraudes qu'il qualifie de massives, préparées par le pouvoir et exécutées par l'autorité nationale des élections, tout en réclamant la victoire. En République démocratique du Congo, une vaste opération des forces de sécurité a eu lieu lors des festivités de fin d'année à Kinshasa afin de lutter contre l'insécurité urbaine. Lors de cette opération baptisée Ndobo, 241 individus ont été interpellés par les services de sécurité du 21 au 31 décembre dernier, selon un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Au Kenya, un immeuble de plusieurs étages en construction s'est effondré hier vendredi dans un quartier de Nairobi. Les secours ont été mobilisés sur le terrain. Selon les autorités, 4 personnes seraient coincées sous les décombres. Après l'effondrement de 8 immeubles qui a fait 15 morts au Kenya en 2015, la présidence a ordonné un audit des bâtiments dans tout le pays afin de vérifier s'ils étaient conformes aux normes de construction. Enfin, au Venezuela, de fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont été entendus vers 2h samedi à Caracas. Auparavant, le pays avait dénoncé une grave agression militaire. Le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro. Cela après avoir lancé une attaque de grande envergure contre le pays sud-américain. À son tour, la vice-présidente exige une preuve de vie du président vénézuélien. Retour au Mali pour parler de l'acte 13 de cette rencontre qui met en valeur la richesse culturelle du Mali. Il s'agit du Festival international d'Idadi de Bougouni qui ouvre ses portes le 21 janvier prochain. Il est placé sous le thème « Culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multi-ethnique ». De Bougouni, on en sait plus avec Abdul Karim Konaté. À travers le lancement des activités de la 13e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni, les acteurs de ce festival respectent une fois de plus une tradition, celle d'offrir une opportunité de promotion et de valorisation du savoir-faire culturel. Seydou Koulibaly, directeur du Festival international d'Idadi de Bougouni. Cette édition revêt d'une importance particulière, soulignant ainsi une place centrale de la culture dans le développement, la cohésion sociale et l'unité de notre pays. L'idée est de faire de nos cultures une boussole, c'est-à-dire un instrument d'orientation pour renforcer la cohésion sociale, l'unité entre les filles et les fils du Mali. La 13e édition de ce festival, qui ouvrira ses portes le 21 janvier prochain pour 10 jours, prévoit une panoplie d'activités, parmi lesquelles des visites touristiques pour la promotion du patrimoine touristique, l'organisation des foires d'exposition,
des concerts géants pour la promotion des artistes nationaux et internationaux, entre autres. Cette édition est placée sous le thème « Culture comme facteur de paix et d'unité dans un Mali multi-ethnique ». Bagari Kone, représentant du directeur régional de la culture. Le Mali est une mosaïque de peuples, de langues, de traditions et de savoirs. Cette diversité est une richesse inestimable qui doit être comprise, valorisée et protégée. Draman Diakté, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni. Aujourd'hui, dans la région de Bougouni, le festival d'Idadi contribue de manière significative au développement de notre région. Il dynamise l'économie locale, crée des opportunités pour les jeunes, valorise les talents artistiques et renforce l'attractivité de notre région. Notons que ce festival, au-delà de son caractère festif, vise à célébrer la richesse culturelle du Mali en général, celle de la région de Bougouni en particulier. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. 13h16, on en vient à l'actualité sportive. La phase à élimination directe de la CAN 2025 s'ouvre ce samedi. 2 rencontres sont au programme: Mali, Tunisie et Sénégal-Soudan. Au plan national, la 7e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier et se poursuit cet après-midi. Famourou Djourte nous fait le point de l'actualité sportive. Football, CAN Maroc 2025. Après une phase de groupe sans aucune surprise et marquée par un respect de la hiérarchie, la phase décisive commence ce samedi avec les 8e de finale. Première étape à élimination directe. 8 rencontres étalées sur 4 jours, des chocs, des affiches alléchantes sur le papier. À ce stade, plus de calcul, ça passe ou ça casse. Les affiches du jour sont Sénégal-Soudan et Mali-Tunisie. Le Sénégal et le Soudan ouvrent le bal à 16h GMT au stade Ibn Battuta de Tanger. Leader du groupe D, la sélection sénégalaise a montré de la maîtrise et de la régularité en phase de poule. Les Lions devront toutefois faire sans leur capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu après son expulsion contre le Bénin lors du dernier match de groupe. En face, le Soudan présente un profil atypique. Qualifié sans qu'aucun de ses joueurs n'ait marqué le moindre but, sa seule victoire ayant été obtenue sur un CSC, but contre son camp. En soirée, à 19h GMT, le Mali affronte la Tunisie au stade Mohamed V de Casablanca. Le Mali et la Tunisie se connaissent bien avec de multiples confrontations récentes. Fait notable, la Tunisie n'a jamais battu le Mali en phase finale de CAN. Pour la première fois de leur histoire, les deux nations s'affrontent en match à élimination directe dans la compétition. Isaac Tienou, l'un de nos envoyés spéciaux, nous plante le décor de la rencontre Mali-Tunisie. Passer les 8e de finale, c'est l'objectif affiché par les Aigles du Mali à la veille de cette rencontre Mali-Tunisie. À en croire l'encadrement technique, le groupe est gonflé à bloc et déterminé à faire face à la Tunisie. Les quelques jours de repos ont permis de mieux récupérer et corriger certaines lacunes. Le sélectionneur et ses joueurs sont conscients de l'enjeu et se disent prêts à relever le défi. Mamadou Sangaré, milieu des Aigles du Mali. On a bien analysé cette équipe tunisienne. On sait la tâche qui nous attend. On sait que ça ne sera pas un match facile. Chaque match pour nous maintenant est une finale. Tom Senfit, sélectionneur des Aigles du Mali. Match crucial. Maintenant, ce sont seulement des finales. Tu gagnes, tu restes. Tu perds, tu pars. Et on joue contre une équipe, pour moi, très fort. Et ça va être un match difficile, mais on a prouvé sûrement contre le Maroc qu'on peut être compétitif. On n'a pas gagné un match et c'est frustré. Tout le monde sait qu'on a besoin d'une victoire. On a 90 minutes, on a 120 minutes et quand c'est nécessaire, on a des pénaltys. Mais on doit marquer. Je pense qu'on a travaillé les derniers jours bien dans les choses qui vont être mieux, mais on va jouer contre une équipe forte. Et pour moi, Tunisie, c'est un des grands pays de football africain avec une sélection très forte, mais je pense qu'on est prêt pour ça. Côté adverse, le Mali est à prendre au sérieux, nous dit Yann Valéry, qui ne veut pas se fier aux statistiques. On est prêt pour un très bon match, un bon 8e de finale face au Mali, qui est une bonne équipe qu'on a affrontée plusieurs fois. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. On sait qu'on doit être concentré, on a travaillé pour ce match, et comme je l'ai dit, on s'est bien préparé, et on est prêt à faire un gros match, Inch'Allah, et passer le prochain tour. Mali-Tunisie de ce samedi se jouera jusqu'au bout et l'équipe la plus déterminée, concentrée et réaliste remportera le gain de la partie. À la 35e CAN au Maroc, Isaac Tienou, Ousmane Dao, Taïb Adjaouakoui, Omar Kounta Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. La CAF a aussi communiqué les noms des arbitres retenus pour diriger les 2 premières rencontres des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue ce samedi 3 janvier 2026. Pour le 8e de finale entre le Sénégal et le Soudan,
Programmé à 16h GMT, la CAF a porté son choix sur le Mauritanien Dan Beda. L'arbitre central sifflera son deuxième match dans cette édition 2025, puisqu'il a dirigé la rencontre Nigeria-Tanzanie en phase de groupe. La seconde affiche du jour, Mali-Tunisie, prévue à 19h GMT, sera dirigée par l'arbitre sud-africain Tom Abongile. Abongile a déjà été au sifflet lors de la rencontre République démocratique du Congo-Bénin, disputée lors de la première journée de la phase de groupe. Sur le plan local, pour terminer, démarré hier vendredi, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali se poursuit ce samedi avec 2 rencontres. L'AS Real de Bamako affronte Binga FC au stade Mamadou Konaté. Afrifootball Elite AFE sera face à l'USFAS au stade Wenzen Koulibaly. Les 2 matchs débutent à 16h GMT. En ouverture, ce vendredi, Derby Academy et le FC Diarra se sont neutralisés un but partout. L'US Bougouni a dominé l'US Bougouba 1-0. La 7e journée prend fin demain dimanche avec 3 matchs. Djoliba AC FC Malikoura, Stade Malien de Bamako 11 créateurs et Association sportive de Korofina ASCO, AS Bakarijan de Baraouli. Bonne chance aux aigles, je précise, ceux du Mali. Nous revenons donc ici à Bamako où une salle du stade Wenzen Koulibaly a été baptisée ce matin. Djibril Traoré, journaliste sportif à la retraite présentement au Maroc pour suivre la CAN 2025 juste après le baptême de la salle par le ministre en charge des sports. Une de nos équipes à la CAN dirigée par Ousmane Dao a recueilli les premières impressions de Djibril Traoré qui se dit fier et honoré. Nous l'écoutons. Ça me fait chaud que quand le ministre ce matin m'a appris la nouvelle, j'étais vraiment ému. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne peux que remercier les autorités de la transition parce que m'honorer de la sorte de mon vivant, je pense que ça honore toute la presse malienne et ça incite aussi mes jeunes frères à travailler d'arrache-pied pour ce pays-là. Parce que ce pays, quoi qu'on dise, au moment venu, sait être reconnaissant. Le stade Wenzen qui m'a vu grandir, et aussi dans mon adolescence, parce que moi j'étais au lycée technique, et c'est là-bas, au stade Wenzen Koulibaly, qu'on faisait les épreuves d'éducation physique, qu'on faisait nos matchs de football. Le stade Wenzen, c'est l'un des plus anciens stades du pays. Rien que le nom, n'est-ce pas, c'est important, c'est historique. C'est la valeur ajoutée en fait à cette distinction. Et encore une fois, je pense que les mots me manquent pour remercier le ministre des Sports et à travers lui toutes les autorités de la transition. Et Dieu seul sait ce que ça m'a fait. Et je souhaite beaucoup de chance au sport malien dans son ensemble et au football en particulier. Nous n'avons qu'un seul pays, le Mali. Et ce Mali-là, quoi qu'on dise, c'est notre pays, il le restera. Nous sommes nés maliens, on mourra maliens, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc vraiment, j'en appelle à tout le monde. Il faut que nous soyons unis, chacun dans son domaine, n'est-ce pas, pour essayer de pousser ce pays-là. Voilà, c'était Djibril Traoré, journaliste sportif à la retraite au micro de Ousmane Daou depuis le Maroc. 13h passées de 23 minutes se referme cette édition mise en onde par Absé Traoré, mise en ligne Badji Touré. À la présentation, je suis Fatou Djabi, ne décrochez pas. Mohamed Sangaré s'installe juste après moi pour le journal interrégional. Le plaisir était pour moi de vous servir. À très vite sur Radio Mali, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure devient une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.